souvent évoqué avec une touche importante de nostalgie pour l'âge d'or qu'il représentait, des séries TV avec Friends, du cinéma avec Forrest Gump et Titanic, ou encore du rap français et américain avec I.A.M., NTM, Public Enemy et autres Ice Cube, les années 90 vont aussi apparaître comme l'une des plus belles périodes de l'histoire du football français, et notamment de ses clubs. Égalisation d'Auxerre. Qui part du pied droit, avec son temps, a été suspendu. Zidane, but de Zinedine Zidane, une inspiration extraordinaire. Marseille, Bordeaux, Monaco, Nantes, Paris, Lyon, Lens, Auxerre, de nombreux pensionnaires de Ligue 1 ont en effet brillé au cours de cette décennie sur les pelouses européennes, balayant les plus grands du continent pour jouer 6 finales de Coupe d'Europe en 7 ans, 7 en 9 saisons. Retour dans cette vidéo sur l'une des plus belles périodes de l'histoire des clubs français en Coupe d'Europe. N'hésitez pas, si vous appréciez ce genre de vidéo, à vous abonner, à commenter même pour le référencement et à liker. C'est très important pour la chaîne, notamment pour des vidéos qui sont aussi longues, qui demandent beaucoup de travail de recherche et de montage. Donc pour faire avancer la chaîne, c'est super important. Merci à tous ceux qui vont le faire. Et maintenant, place au générique. Avant de commencer, si vous voulez voir, si vous voulez assister cette année aux exploits des clubs français en Coupe d'Europe, comme ce fut le cas peut-être dans les années 90, j'ai ce qu'il vous faut avec NordVPN qui me renouvelle sa confiance en étant le partenaire de cette vidéo. NordVPN aujourd'hui c'est essentiel pour presque tous les fans de football parce que ça vous permet de changer la localisation de votre appareil en quelques secondes, vous offrant la possibilité de regarder en streaming les matchs de plein de compétitions qui ne sont pas accessibles gratuitement en France. Je pense notamment à la Ligue des Champions et à la Ligue Europa qui sont diffusées gratuitement chez nos amis belges et donc facilement accessibles grâce à NordVPN. En plus de cela, NordVPN vous permet aussi de sécuriser votre connexion avec sa protection anti-menace qui vous éloignera des logiciels malveillants et des publicités intempestives. Enfin, NordVPN a récemment aussi lancé 2 autres outils, NordPass pour gérer et mémoriser facilement vos mots de passe, ainsi que NordLocker pour stocker et protéger vos données numériques dans un endroit hautement sécurisé. Bref, le service proposé est super complet, d'autant que désormais NordVPN propose l'offre groupée Nord Security avec plusieurs packs possibles, le pack essentiel avec juste NordVPN, le pack avancé avec NordVPN et NordPass, et enfin le pack ultime avec NordVPN, NordPass et NordLocker. Avec le lien dans la description, vous pourrez profiter d'une très belle promotion avec 4 mois gratuits si tu t'abonnes pour 2 ans. N'hésitez pas donc parce que c'est super utile et en plus c'est un moyen d'aider la chaîne parce qu'avec des partenaires comme NordVPN, ça me permet d'appréhender le futur beaucoup plus sereinement et de pouvoir travailler à fond sur des vidéos comme celle-ci ou comme celle du Paris Saint-Germain qui dure entre 20 et 40 minutes. Bref, merci à vous pour la patience et c'est parti, bonne vidéo. À l'aube de la saison 90-91, l'OM n'a qu'un objectif en tête, remporter la Ligue des Champions. Double champion de France en titre, les Olympiens, forts de la vision et des millions de leur président Bernard Tapie, restent sur une défaite traumatisante en demi-finale de la Ligue des Champions face à Benfica, après un but inscrit de la main, et veulent donc faire mieux cette saison. Je crois que la déception doit être immense du côté de Marseille, car les Marseillais avaient fait ce qu'il fallait. Et ils ont été victimes d'une trop grossière erreur pour qu'on puisse se la pardonner. Cette année, Bernard Tapie l'assure, Bernard Tapie le sent, c'est la bonne pour Marseille sur la scène européenne. Manager l'environnement de Coupe d'Europe, j'avais pas compris, je vous promets que j'ai compris. Ça se reproduira plus jamais. Pour que son équipe passe un cap, le président va d'ailleurs s'attacher très largement à renforcer son effectif au cours de l'été, avec les arrivées de Pascal Olmeta, de Basile Boli, de Bernard Casoni, de Laurent Fournier et surtout de Dragan Stojkovic. Numéro 10 d'exception, le Yougoslave est en effet recruté pour 49 millions d'euros et devient alors le 2e joueur le plus cher du monde à l'époque, un prix d'achat que Stojkovic justifiera dans la foulée par ses très bonnes performances lors de la Coupe du Monde 1990, au cours de laquelle il emmène sa sélection jusqu'en quart de finale. Mais pour aller encore plus loin dans ce renforcement, Bernard Tapie va aussi débaucher en interne un autre personnage qui a marqué ce mondial 90, le sélectionneur allemand, tout juste sacré champion du monde avec la Nationalmannschaft, Franz Beckenbauer, qui devient directeur technique général de Marseille. Bref, pour l'OM, les ambitions sont donc très élevées, sauf que ce que Bernard Tapie n'avait pas prévu, c'est que l'arrivée et le poids croissant que va prendre Franz Beckenbauer ne va absolument pas plaire à l'entraîneur marseillais Gérard Gilly.
Si bien que malgré un excellent début de saison en Ligue 1, puisque l'équipe est invaincue, et une victoire 5-1 lors du premier tour aller de la Coupe des clubs champions face à Tirana, eh bien l'entraîneur marseillais va quitter la Canebière fin septembre pour rejoindre le banc d'un adversaire direct, celui des Girondins de Bordeaux. Alors certes, pour Marseille, le départ n'est pas dramatique, puisque l'équipe se retrouve avec l'expérimenté Franz Beckenbauer en tant qu'entraîneur, sauf que malgré un Eric Cantona excellent avec 8 buts en 16 matchs, eh bien l'ancien sélectionneur allemand ne va clairement pas réussir à faire briller l'OM. Battu d'entrée en championnat, le Kaiser et ses hommes vont surtout se faire très peur dès les 8e de finale de la Coupe d'Europe face à Poznan, avec une défaite 3-2 à l'aller en Pologne, qui fait craindre au président Bernard Tapie une élimination très précoce. Qui prend de vitesse Germain et bat Olmeta, sorti peut-être un petit peu précipitamment. Heureusement en retour, l'OM, bien au-dessus techniquement de son adversaire, va dérouler puisqu'elle mène 3-0 à la mi-temps, avant finalement de s'imposer 6-1, grâce notamment à un triplé de Vercruis. Mais malgré cette qualification pour les quarts de finale, Tapie, conscient de la fébrilité de l'équipe sous Beckenbauer, décide de mettre un terme à l'aventure olympienne de l'Allemand. Et pour le remplacer, il fait appel à l'ancien coach des Girondins de Bordeaux, qui avait traumatisé l'OM quelques mois auparavant, Raymond Goethals, qui va révolutionner tactiquement l'équipe olympienne. Adepte de la défense en zone, le technicien va en effet, dès son arrivée, changer le schéma de jeu de l'équipe pour privilégier la solidité et la rigueur défensive à 3 ou à 5 selon ses adversaires, laissant à la pointe de l'attaque l'excellent Jean-Pierre Papin, lauréat chaque saison en Ligue 1 depuis 1988 du titre de meilleur buteur du championnat. Et ce changement tactique va fonctionner d'entrée, en Ligue 1 en tout cas, puisque l'équipe décroche 2 victoires de haut vol, 7-0 face à Lyon, puis 6-0 face à Nantes pour les 2 premiers matchs du coach belge. Et un nouveau but pour Jean-Pierre Papin, score final donc 7-0 pour Marseille. Mais le premier vrai test pour ce nouvel OM a lieu le 6 mars 1991, en quart de finale de la Ligue des Champions, face au Milan AC du maître tacticien Arrigo Sacchi, double champion d'Europe en titre. Si les Milanais sont favoris dans cette opposition, à San Siro pour le match aller, Goethals va surprendre Sacchi en alignant une défense à 3 en zone et placée très haut sur le terrain, pour étouffer les Baresi, Maldini, Richcard et autres Gullit présents sur le terrain, grâce à un pressing à toute épreuve. Le match que l'on attendait depuis très longtemps aussi sur la Canebière pour voir exactement ce que l'Olympique de Marseille représente dans le football européen. Et malgré une ouverture du score rapide des Lombards sur une erreur de Carlos Moser, Marseille va égaliser dans la foulée par Jean-Pierre Papin sur une contre-attaque éclair. Waddle devant. Sur le côté, Papin, but de Papin, égalisation, superbe égalisation de Papin. Et au départ, Amélie Pelé. Score final 1 partout, Marseille réalise l'exploit de tenir tête au grand Milan AC chez lui et contre toute attente, et envoie alors à l'Europe un message fort avant le match retour. D'autant qu'au retour, virtuellement qualifié au coup d'envoi, la rigueur marseillaise va rendre son verrou défensif imprenable, les Milanais s'épuisant pendant 75 minutes de jeu à tenter de le percer sans réussir, avant qu'une volée du gauche de Chris Waddle ne fasse exploser le Vélodrome. Sonné, Milan est incapable de revenir au score et tentera de profiter d'une panne d'éclairage en fin de match pour faire rejouer la rencontre, mais en vain. Marseille s'impose et prend alors une nouvelle dimension, en devenant lui aussi un grand d'Europe. Dernier survivant français en Coupe d'Europe après les éliminations de Bordeaux et de Monaco dès les 8e de finale de la Coupe UEFA, et de Montpellier en quart de finale de la Coupe des vainqueurs de coupe face à Manchester United, l'Olympique de Marseille s'apprête, de son côté, à jouer sa 3e demi-finale de Ligue des Champions en 4 ans, une demi-finale où elle ne fait qu'une bouchée clairement du Spartak Moscou, pourtant récent bourreau du Real Madrid. Emmenés par le trio offensif infernal Waddle, Papin, Pelé, les Phocéens s'imposent 3-1 à Moscou, puis 2-1 en retour, et se qualifient pour la première finale de Coupe d'Europe de leur histoire,
devenant le 4e club français à réaliser cette performance. À son apogée, Marseille n'est alors qu'à un petit match de devenir champion d'Europe pour la première fois de son histoire, et ce match va les voir affronter l'Étoile Rouge de Belgrade, un club phare en Yougoslavie, mais un club surtout inexpérimenté à ce niveau de la compétition. L'OM est donc archi favori pour cette finale et peut même compter en plus sur le retour de blessure de sa star yougoslave, Dragan Stojkovic, qui pourrait affronter ses anciens coéquipiers de l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais contre toute attente, Gotels, assez rigide sur son 11 de départ, va finalement décider de laisser sur le banc Stojkovic, au grand soulagement des joueurs de Belgrade, qui connaissent alors mieux que quiconque les qualités de Pixi. Peut-être que ce numéro 12, Dragan Stojkovic, va entrer en cours de match, et peut-être que c'est lui qui marquera le but décisif. Or clairement, face à un bloc yougoslave bas et compact, l'OM, incapable de faire des différences, aurait été bien inspiré de profiter des qualités de percussion de son yougoslave. Car sans lui, Marseille va être pris à son propre jeu, se cassant les dents pendant 120 minutes face au mur mis en place par les hommes de Petrovic, avant finalement de s'incliner cruellement au tir au but. L'Étoile Rouge de Belgrade au tir au but l'emporte face à l'Olympique de Marseille. 5 tirs au but à 3. Pour leur première finale européenne, les Marseillais s'inclinent ainsi de manière très frustrante face à un adversaire qui aura su contenir pendant toute la rencontre ses assauts. Un déchirement pour les Olympiens, clairement, qui s'inclineront dans la foulée en finale de Coupe de France face à Monaco. Et si, après cet échec cuisant, on s'attend à voir l'OM revenir encore plus fort la saison suivante, eh bien ça va être tout le contraire qui va se passer pour les Phocéens, puisque l'équipe marseillaise, comme la quasi-totalité des autres clubs français en Europe cette année-là, va connaître une campagne européenne très décevante. Orphelin de Raymond Gotals, devenu directeur technique du club, Marseille chute en effet dès les 8e de finale de la Coupe des Champions face à Prague, tandis qu'Auxerre, Lyon et Cannes se font sortir en 16e de finale de la Coupe UEFA. On s'attend alors à une saison blanche pour les clubs de Ligue 1 en Coupe d'Europe, mais c'était sans compter sur la surprise, l'AS Monaco, restant 2e de championnat et surtout vainqueur de la Coupe de France, ce qui lui permet de participer à la Coupe d'Europe des clubs vainqueurs de coupe. À cette époque, l'ASM est une très bonne équipe de Ligue 1, puisqu'elle truste les podiums du championnat français tous les ans depuis 1988, et l'arrivée sur son banc du jeune mais non moins excellent Arsène Wenger. Et en cette année 1991-1992, Monaco va débuter la saison avec une équipe très prometteuse, puisqu'on y retrouve des talents déjà bien confirmés comme Georges Weah, Claude Puel ou encore Rui Barrios, ainsi que 3 autres futurs champions du monde, Emmanuel Petit, Youri Djorkaeff et Lilian Thuram. L'équipe monégasque, donc très solide, va d'ailleurs rapidement devenir leader du championnat de France et va briller aussi en Coupe d'Europe, s'imposant 10-1 face à Swansea, puis 3-1 en 8e face aux Suédois de Norrköping. Bonne frappe, Gérald, bonne frappe et but. Voilà, le 8e. Bonne frappe et but, le 8e de Gérald. Pour Gérald Passy. Tranquillement, sans trembler, les Rouges et Blancs décrochent alors leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe et sont alors les derniers représentants français avant d'affronter l'AS Roma pour leur premier vrai test. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonne fin d'après-midi. Le Stade Olympique de Rome pour le quart de finale aller avec le dernier représentant du football français dans les compétitions européennes cette année, c'est-à-dire l'association sportive de Monaco. Et si les Italiens sont largement favoris après leur récente finale de Coupe UEFA, eh bien c'est pourtant les Monégasques entreprenants qui sont les plus dangereux, heurtant par 2 fois les montants. Mais incapables de marquer, les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge, un score qui offre aux Monégasques le droit de rêver d'une qualification au match retour, puisque tous les scénarios sont possibles à Louis II. D'autant que si l'ASM n'a pas réussi à faire la différence sur le terrain à l'aller, la rencontre a tout de même permis à Weah et aux siens de prendre conscience de leur qualité et de leur capacité à faire déjouer la Roma. D'ailleurs, lors de la causerie d'avant-match retour, Wenger, dans le vestiaire, va largement insister sur ça, va renforcer la confiance de ses joueurs en leur capacité, en leur offrant un discours marquant. Vous avez fait un excellent match à l'aller, mais je ne vous félicite pas.
Je préfère me réserver pour la qualification ce soir, il y a un travail à finir. Leur confiance boostée au maximum en rentrant sur la pelouse pour le match retour, les Monégasques vont prendre le meilleur sur les Romains à la 45e minute de jeu, grâce à un but du Portugais Rui Barrios qui permet à l'équipe de la Principauté, contre toute attente presque, de se qualifier pour les demi-finales de la compétition, pour la deuxième fois en 3 saisons. Je pense que le challenge n'est pas impossible, on se le fixe, mais en France on gagne souvent les matchs avant de les avoir joués. Et je pense qu'il faudra rester bien les pieds sur terre et surtout se dire que ce sera très très dur quel que soit l'adversaire. Et cet adversaire, ça sera Feyenoord, composé notamment de Peter Bosz, juste ici, et qui ressemblait à ça à l'époque. Face aux Néerlandais, Monaco va connaître une rencontre aller-retour d'une intensité folle qui commence dès la 9e minute de jeu du match aller, lorsque Rob Wichtre fait taire le stade Louis II. Un but qui a complètement changé le cours de la partie. Si l'ASM égalise rapidement par Patrick Valéry, les locaux, qui partaient favoris, ne peuvent faire mieux qu'un partout décevant et surtout handicapant avant un match retour qui s'annonce brûlant à Rotterdam devant plus de 50 000 personnes. Si l'ambiance hostile aurait pu déstabiliser nombre d'équipes, au retour, les hommes d'Arsène Wenger vont au contraire utiliser cette pression pour se surmotiver et finalement pour briller, ouvrant le score à la demi-heure de jeu avant de doubler la mise au retour des vestiaires. Monaco n'est alors qu'à 40 petites minutes de sa première finale européenne, mais c'était sans compter sur le courage et sur l'abnégation des joueurs de Feyenoord qui vont réduire le score dans la foulée du deuxième but monégasque, avant d'égaliser à 2 minutes du terme. La folie s'empare alors du stade qui croit dur comme fer à une remontada, mais les rouges et blancs solides vont tenir bon et décrochent au bout du suspense leur ticket pour la finale, bien aidés, il faut dire, par la règle du but à l'extérieur. Monaco se qualifie donc pour la première finale européenne de son histoire et devient d'ailleurs par la même occasion le premier club de Ligue 1 à atteindre ce stade de la C2, mais comme Marseille l'année précédente, les choses ne vont absolument pas se passer comme prévu. Bonsoir, le deuil et les questions après la tragédie de Fouriani. Le deuil avec aujourd'hui la mort de 2 autres victimes et les premières cérémonies d'inhumation. Les questions, toujours plus insistantes, toujours plus précises, pour savoir comment le drame a pu avoir lieu et qui est responsable. À la veille de la rencontre, la France du football va être endeuillée par un drame, celui de Furiani, qui ôte la vie à 19 spectateurs lors de la demi-finale de Coupe de France opposant Marseille à Bastia. Tragique, la catastrophe va largement faire relativiser l'importance de la finale qui a lieu le lendemain pour les Monégasques, une finale qui, en plus d'avoir lieu dans une ambiance pesante, va se jouer qui plus est dans un Estadio da Luz quasiment vide en raison d'une grève des transports qui touche alors Lisbonne. Une victoire qui serait celle de Monaco, mais qui, en ces temps difficiles, nous ferait véritablement le plus grand bien. Tout est donc réuni pour que l'AS Monaco fasse un non-match dans cette finale qui l'oppose aux Allemands du Werder Brême, et c'est ce qui va se passer. Dans une indifférence presque générale, les Rouges et Blancs s'inclinent 2-0 et ratent ainsi l'occasion d'ouvrir le palmarès français en Coupe d'Europe. Comme l'OM après sa finale perdue face à Belgrade, Monaco, sans Georges Weah parti à Paris, va connaître une aventure européenne très décevante la saison suivante, la saison 92-93, avec une élimination dès les 8e de la Coupe des vainqueurs de coupe face à l'Olympiakos. En revanche, pour les autres clubs français en Coupe d'Europe, cette saison 92-93 va être beaucoup plus réjouissante. Paris, tout d'abord, récent 3e du championnat, va profiter cette saison-là de l'arrivée de Georges Weah pour réaliser l'une des plus belles campagnes européennes de son histoire.
Weah qui part sur Georges Weah, but de Georges Weah après 18 minutes de jeu. Éliminant Napoli et Anderlecht, le PSG va en effet voir son épopée prendre un tournant presque épique en quart de finale face au Real Madrid, que Comboiré et les siens renversent contre toute attente au parc, après un match aller pourtant perdu 3 buts à 1. On retraite, c'est bien fait. Weah est devant le but. Comboiré aussi, il est monté de tête. Paris rejoint les demi-finales de la Coupe UEFA, où l'équipe rejoint un autre club français, l'AG Auxerre de Giroud, tombeur du Standard de Liège et surtout de l'Ajax Amsterdam de Bergkamp, Overmars et Van der Sar. Enfin, la Ligue 1 va compter un troisième club français dans le dernier carré d'une Coupe d'Europe cette année-là, avec l'Olympique de Marseille. Orphelin de ses deux stars, Chris Waddle et Jean-Pierre Papin partis au cours de l'été, l'OM va pourtant briller pour la première édition de la Ligue des Champions, grâce aux parades de son jeune portier Fabien Barthez, à la solidité défensive de l'ancien Nantais Marcel Desailly et du milieu de terrain Didier Deschamps, et enfin grâce à la complémentarité de son duo d'attaquants inarrêtables, Alen Boksic et Rudi Völler. Le plat du pied. S'il pouvait se retourner, il a pu se retourner, Rudi Völler. À la traîne en championnat, l'équipe olympienne sur la scène européenne va tranquillement se défaire de Glentoran puis du Dynamo Bucarest, avant d'affronter en poule finale le CSKA Moscou, Bruges et surtout les Celtic Glasgow, tombeurs du champion d'Europe en titre barcelonais. Le schéma est alors simple, l'équipe qui terminera première de cette poule se qualifiera pour la finale de la compétition, où elle affrontera le premier de l'autre poule, composé du Milan AC, du PSV Eindhoven, de Göteborg et du FC Porto. Et malgré 3 matchs nuls face à Moscou, mais surtout face à Glasgow par 2 fois après avoir pourtant mené au score, l'OM va surtout enregistrer 3 victoires de haute volée grâce à 5 buts de Sosé et 4 de Boksic, 3-0 face à Bruges, 6-0 face à Moscou, puis à nouveau 1-0 face à Bruges. Je crois que c'est fabuleux, il n'y a qu'à Marseille qu'on peut connaître des moments comme ça. Et une deuxième finale en 3 ans, je crois que c'est fabuleux pour un public comme on a, aussi formidable, c'est extraordinaire. Avec 9 points en 6 matchs, Marseille remporte ainsi sa poule et décroche sa deuxième finale de C1 en 3 ans, une finale où l'attend le Milan AC toujours intouchable dans cette compétition, un Milan AC très revanchard. Car en plus de l'élimination que leur avaient fait subir les Olympiens 2 ans plus tôt en quart de finale de la Ligue des Champions, les Milanais qui avaient refusé à la fin de la rencontre de revenir sur le terrain après les problèmes d'éclairage qu'il y avait eu au Vélodrome, eh bien ont écopé la saison suivante d'une interdiction stricte de participer à n'importe quelle Coupe d'Europe. C'est donc plus que revanchard que Rijkaard, Van Basten et les autres se rendent à Munich pour affronter l'Olympique de Marseille. En parallèle de l'épopée marseillaise, malgré les espoirs suscités par leurs parcours respectifs, ni Auxerre, ni le PSG ne décrochent leur place pour la finale de la Coupe UEFA, l'AGA subissant la règle du but à l'extérieur face à Dortmund, tandis que Paris, de son côté, ne réussit pas à peser face à la Juventus Turin. Tous les espoirs français résident donc désormais dans l'OM, emmené par Raymond Goethals, de retour au poste d'entraîneur après une pige en tant que directeur technique du club. Et fidèle à lui-même, le coach belge va aligner face à Milan sa fameuse défense à 5 qu'il surplombe par un milieu de terrain à l'impact physique au moins aussi fort que celui des Milanais, composé de Deschamps et de Franck Sauzé. Messieurs, bonsoir, bienvenue au stade olympique de Munich où nous allons vivre une deuxième finale des clubs champions avec Marseille face cette fois au Milan. La dernière fois, on pourrait dire presque que Marseille avait été pris au dépourvu contre l'Étoile Rouge de Belgrade. C'était sa première apparition. Là, l'Olympique de Marseille a l'expérience. Il a échoué une fois. Cette fois, il croit qu'il va réussir.
Battu 2 ans plus tôt en finale par l'Étoile Rouge de Belgrade et son bloc bas qui avait refusé le jeu, Raymond Goethals a appris de ses erreurs et décide tout simplement de faire la même chose face à l'Armada milanaise que Marseille va attendre dans son camp. Dominé, l'OM va ainsi faire le dos rond pendant toute la rencontre et s'en remet à Fabien Barthez pour survivre, d'autant qu'à la demi-heure de jeu, le roc défensif olympien, Basile Boli se blesse et demande à sortir. Mais alors que Raymond Goethals prépare le changement, Tapie lui ordonne de laisser Boli sur le terrain, ce que le coach belge fera à contre-cœur, mais Tapie a eu un pressentiment, a eu une vision, car 10 minutes plus tard, sur un corner, Boli va expédier le cuir au fond des filets milanais. Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau, et but de Boli. But de Basile Boli sur ce corner. Eh bien, c'est le moment idéal. Marseille est à 45 minutes du plus grand exploit du football français. 45 minutes au cours desquelles Milan va pousser sans jamais réussir à trouver la faille. Pour la première fois de l'histoire, un club de Ligue 1 devient ainsi champion de France grâce au travail de Bernard Tapie, de Raymond Goethals et de leurs joueurs, qui sont d'ailleurs 3 jours plus tard sacrés champions de France, après une nouvelle victoire, cette fois bien plus clinquante, face au Paris Saint-Germain. Mais la célébration du doublé inédit et historique va être de courte durée pour Marseille, puisque quelques jours seulement après le sacre face à Paris, le club est plongé dans la tourmente de l'affaire VAOM, qui va, quelques mois plus tard, engendrer l'annulation du titre de champion de France glané par Marseille, ainsi que la relégation administrative en 2e division du club olympien. La chute marseillaise va d'ailleurs quelque peu calmer les ardeurs des clubs français en Coupe d'Europe, puisqu'aucun d'entre eux n'arrive à briller, hormis le Paris Saint-Germain qui atteint successivement les demi-finales de la C2 puis de la C1. Mais lors de la saison 95-96, tout va changer.